Chers amis, bonsoir. Toujours pour moi un immense plaisir et un privilège de vous retrouver pour notre rendez-vous culturel et vespéral Culture, l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous pour la dernière émission de la saison que nous allons conclure sous le signe de la mémoire et du patrimoine avec mes deux invités. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Malika Khia Cherif. Madame Khia Cherif, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation, Jawed. C'est un honneur aujourd'hui d'être parmi vous pour parler de mon livre. Tout l'honneur est pour nous de vous recevoir, Madame Malika Khia Cherif. Vous êtes titulaire d'un master en journalisme, spécialité presse électronique. Presse écrite et électronique. Et que vous avez d'ailleurs décroché tout récemment. Donc je vous renouvelle mes félicitations. Merci, bravo. C'est très gentil. Vous êtes auteur de 2 ouvrages. D'abord un ouvrage pour lequel j'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir, à savoir Les complaintes d'une résistante. Et vous revenez avec ce très beau livre, Qa'da Jazairiya Taqdam al-Asimi, que nous allons découvrir aujourd'hui. Il est préfacé par les docteurs Issa Ben Aggoun et le docteur Radia Ben Jawad. Merci encore d'être parmi nous. Merci beaucoup. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir M. Haj Ali Ben Arab. M. Ben Arab, bonsoir. Merci. Merci d'être parmi nous ce soir, M. Ben Arab. Merci. Je vous remercie de votre invitation et je suis très heureux, même privilégié, d'être parmi vous. Et c'est un immense plaisir d'être l'invité de cette émission. C'est un immense plaisir et un privilège de vous recevoir, M. Ben Arab. Vous êtes pédagogue, écrivain, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. On peut citer notamment Pédagogie de l'enseignant à l'enseignant, 132 ans de résistance et de sacrifice, où vous parlez du nord de Sétif et de Bni Wartilan. Et puis, l'ouvrage qui va principalement nous intéresser ce soir s'intitule Histoire, culture et tradition, où vous allez nous faire découvrir Al-Qali'a, mais pas celle qui vient tout de suite à l'esprit, mais plutôt celle de la commune de Zemmoura, avec son histoire, sa culture, mais aussi ses grands héros de la résistance que nous allons découvrir ce soir. Si vous permettez, Monsieur Ben Arab, par galanterie, on va se tourner d'abord vers Madame Malika Khia Cherif pour parler du Taqdam al-Asimi. Je vous avoue que j'ai découvert cela grâce à vous. J'ai eu beau assister à plusieurs fêtes de mariage. Je n'ai jamais croisé cet élément de notre patrimoine, et peut-être que nous sommes nombreux dans ce cas. Donc d'abord, qu'est-ce que le Taqdam? Je vous laisse nous le présenter, et puis peut-être que vous auriez quelque chose à nous dire en guise de préambule. Oui, alors il y a une petite citation en Tamazight que je vais traduire, parce que c'est un patrimoine immatériel, un patrimoine qui se transmet de génération en génération. Et j'ai fait cette collecte de poésie grâce aux femmes. Je rends hommage à ma mère qui est décédée, et à d'autres femmes aussi qui ont partagé tout ce qu'elles ont, comme moi j'appelle ça un trésor. Certes. Un trésor. Alors en Tamazight on dit أول مدي فرقي ميس تفقامضو ما تورث دي تكتاف ذاك روجون فنو أول مدي فرق مي بمغار سوازاليس ما تورث دي تكتاف ذاك روج دي جاغي والراويس. Alors pour moi c'est comme si que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et puis aussi un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Certes. Alors on essaye de profiter de ces vieux sages qui peuvent nous donner une part de ce patrimoine qui est très très riche en Algérie. Voilà. Alors ce livre, cet ouvrage qui s'intitule Qa'da Jazairiya, c'est un trésor. Il explore un trésor culturel immatériel, que j'ai une passion profonde pour cette tradition orale. Alors il y a 3 parties dans ce livre. Il y a Taqdam al-Asimi. Alors Taqdam al-Asimi, c'est quoi? C'est de la poésie qui est rythmée. C'est qu'on déclame ou qu'on récite lors des cérémonies de mariage et de circoncision au sein de la société algérienne. Et moi, j'ai parlé beaucoup plus d'Alger, parce que je suis native d'Alger, mais sinon, dans les 58 wilayas, et je l'ai écrit en arabe dialectal, et dans chaque wilaya, on trouve ce genre de poésie, mais elle a son dialecte, son propre dialecte. Et
Et ceux qui sont d'autres wilayas, ils sont mieux placés pour parler de ce trésor. Voilà. Et si vous voulez que je vous déclame, il y a aussi il y a les bouqalat. J'ai parlé de bouqalat Oui, on dans va y ce arriver. livre. Et il y a aussi des expressions qui sont omniprésentes dans la vie quotidienne au sein de la société algérienne. Je vous donne un exemple. Avant, quand les personnes se réveillent de bon matin à l'aube, alors ces personnes-là ouvrent la fenêtre et elles commencent à dire Sabah al-khir ya Rabbi, yalli aziz ala qalbi, yalli غطيتني بإزار, yalli سترتني بحجار, تبتني على صلاتي وديني وكتب 1000 لا إله إلا الله على جبيني. Ils disent aussi تبت على صلاتي وديني وكتب لا إله إلا الله على جبيني, تبتني على القول والصلاة على نبينا رسول. Alayhi salatu wassalam. C'est magnifique et c'est grâce à vous vraiment que j'ai découvert ce pan de notre culture. Et comment Pour le c'est... taqdam, Oui. ce taqdam, on le fait parce qu'on sait que les cérémonies de mariage passent par plusieurs étapes. Certes. Et chaque étape, elle a sa propre poésie. Par exemple, au moment du henné, la cérémonie de l'hanna, Oui. on dit hanna ya hanina, يجبناها حنا, يربطها سيدي وليدي بصحة والهنا. Vous voyez, il y a aussi quand elle, pour la fille aussi, on peut dire علي علي يا البنية ما يعلى غير نجوم, دارك دارك يا البنية دار الميمة ما تدوم, انت يا بنية يا مفتاح البيت خدمتي على الميمة ما قلتيش عييت. Et puis elle a son rythme, هذاك اللحنة, parce que c'est pas comme ça. Bien sûr. Mais sinon عندها اللحن هذاك. Et ben pour moi, c'est un symbole de rassemblement, un symbole de célébration de ces fêtes au sein de la société algérienne. Et comment s'est effectuée la collecte de ces textes Et ben, dont vous mémorisez toute une partie? oui, voilà. Et ben ce livre, c'est le fruit d'une passion très profonde pour cette tradition orale. C'est grâce d'abord à ma mère, Rabbi yarhamha, que j'en rends hommage, Rabbi yarhamha. Et puis j'ai côtoyé aussi des femmes vraiment exceptionnelles qui ont partagé leur expérience et qui ont partagé la poésie qu'elles avaient. Et elles ont contribué pour vraiment sauvegarder, préserver ce patrimoine qui est vraiment très précieux à mes yeux. Et donc ça s'est passé comment? C'est-à-dire vous aviez un enregistreur? Oui, alors comment je fais? Je vais chez des femmes comme ça et je les enregistre et je commence à écrire. Pourquoi j'ai écrit en arabe dialectal? C'est pour que le sens de la phrase, plutôt le sens de la poésie ne se perde pas. Oui. Et ne se perde pas aussi. Et puis même quand je vais dans des fêtes, et je profite d'enregistrer ce genre de poésie qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Alors on va revenir justement sur cette poésie-là, et vraiment c'est une poésie, ce niveau d'élaboration. Cependant, on va passer du patrimoine à la mémoire, oui, avec Monsieur Hadj Ali Ben Arab et ce très beau livre, Al-Qali'a Zammoura, Histoire, Culture et Tradition. Vous nous décrivez l'architecture de ce village et le rôle social de la Jama'a. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, avant de commencer de répondre à votre question, j'aimerais souligner que j'ai édité le premier livre, Notions sur la commune à Ilgrèche. C'est un peu de l'anthropologie. Certes. Et j'ai aussi, dans les tiroirs, 2 autres livres. Le premier, c'est Les crimes contre l'humanité de la colonisation française en Algérie, 1830-1962, et un recueil de poésie, parce qu'il y a ma poésie n'est pas romantique, comme les autres. Oui. Ma poésie, c'est une poésie historique, révolutionnaire et descriptive. Donc c'est ça. Concernant la question concernant ce village, oui. Ce village, il y a 2 personnages qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage. Un homme et une femme. La femme, la Lakafia. La Lakafia. Vous savez, elle était malade, on lui a rendu une visite ici à Alger. Alors c'est une femme qui est restée veuve dès sa jeunesse. Et je l'ai appelée, comme vous avez remarqué, oui, la mère du village. Certes.
la mère du village. Elle a peiné pour réussir l'éducation de ses enfants. C'est elle qui mariait les jeunes, c'est elle qui préparait les noces, c'est elle qui assistait les malheurs, c'est elle qui résolvait les différends des couples. Ensuite, enfin, c'est une conseillère du village. On lui a rendu ici à Alger, on était à 4. Alors, quand on est rentré, on l'a trouvée en très bonne conscience, consciente à 100%. On est resté quelques moments avec elle, ensuite on s'est retiré, je crois pour prier ou bien pour prendre un café, je ne me rappelle pas exactement. Elle a dit à son fils, avant qu'on sorte, on doit passer la voir. Effectivement, c'est ce que nous avons fait. Quand on est allé la revoir, pour une deuxième fois, elle a remis des bonbons à 3. Et à moi, elle m'a remis un stylo. J'ai oublié de ramener ce stylo. Elle m'a remis un stylo. Bon, à l'époque, je n'ai pas pensé. Pourquoi moi un stylo, les autres des bonbons? En sortant, on a fait, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas. Son fils nous téléphone. Il a donné le dernier souffle. Un autre, c'est un éducateur du village. C'est Mustafa Hamouche. C'est quelqu'un. Alors, c'était le responsable de la confrérie al-Alaouia. On appelle ça le Muqaddam. Oui. Le responsable de l'Alaouia. Lui aussi. Fondé par Cheikh Ben Aliwa. Exactement, oui. Donc, c'est le Muqaddam. Il a remplacé son père. D'ailleurs, vous le trouvez, le meilleur descendant. Pour le meilleur ascendant. Oui. Donc, alors, tous les témoignages que j'ai pu recueillir sur lui, ils n'ont parlé que du bien. Sa générosité, sa foi, sa volonté, son amour d'aider. En tous les cas, c'est un homme complet. Et d'ailleurs, je lui ai composé un poème. Certes. Voilà. Et sa mort a démontré sa solidarité, sa fraternité à l'égard des disciples de cette confrérie. Il est mort du côté el Bouaqi par accident de voiture. Tout le monde le pleurait. Tout le monde regrettait son départ subit. Donc c'est un grand personnage. Et ce sont ces deux éléments qui m'ont poussé à écrire l'histoire de ce village. Parce que nous avons un village similaire à Brioutilan, qu'on appelle Mziyin. Oui. C'est un village culturel, maraboutique. Ça veut dire qu'ils ont des imams, ils ont des enseignants, Mais ce village m'a beaucoup attiré parce que, d'une part, par sa situation géographique et physique. Ensuite, ce village, il a été, la première pierre, la première institution qui a été construite là où il se trouve. C'était une zaouia, une mosquée. C'était on l'appelle Abu Hams, c'est un Syrien. Alors, il est allé s'isoler complètement. Peut-être vous avez remarqué la mosquée, l'émission de la télévision. Oui. Peu importe, oui. Peu importe. Donc, il y a toujours la mosquée là qui passait comme en tête de l'émission. Donc, ensuite, les gens commençaient à s'approcher de lui. On a construit un village. Ce village, il est construit sur un membran que je comparais à une bosse de chameau. Une bosse de chameau. C'est une petite colline, une petite bosse au-dessous des collines
qui entourent ce petit village, dont l'accès est très difficile. Ils avaient, alors au fond, il y a un oued. Et vous décrivez tout cela à merveille dans votre ouvrage, mais ce que vous décrivez aussi d'essentiel, c'est le système. Vous avez parlé de Si Mustafa Hamouche, de l'aide qu'il donnait. Vous voulez revenir à la Jema'a? Non, pas seulement la Jema'a, mais aussi le système de solidarité, notamment à travers des phénomènes sociaux que vous nous décrivez, comme la Touiza, qui est très connue, l'Ouzia, que j'ai découvert grâce à vous, mais surtout, ce que j'ai trouvé frappant dans votre ouvrage, c'est que dans ce village, la dot de la mariée est une dot fixe et raisonnable, et que par-dessus le marché, si je puis dire, il lui est fait pendant, c'est-à-dire que presque en contrepartie, il y a ce qu'on appelle l'adda. Donc, et c'est comme si finalement la dot n'était qu'un échange de bons procédés et qu'il n'y avait pas vraiment, je presque envie de dire, d'achat de la mariée. Le fait que la Jema'a fixe la dot, ça empêche toute surenchère et ça empêche de grever d'emblée le budget du marié. Vous savez, donc je vous laisse développer sur ça. Oui. Vous savez, la Jema'a au niveau de nos anciens villages, particulièrement les villages kabyles. La Jema'a coiffe toutes les activités du village. Chaque karouba, chaque grande famille, nomme un personnage. Un sage. L'ensemble de ces personnages élit un responsable, le chef de la Jema'a. Cette Jema'a s'occupait de tous les mouvements du village. C'est elle qui délibère. C'est la Jema'a qui annonce l'accueil des olives. C'est la Jema'a qui annonce le volontariat, la Touiza. C'est la Jema'a qui annonce, par exemple, les mariages, etc. Donc, j'ai décrit chaque institution, la Jema'a, la Touiza, etc. Par exemple, la Touiza, on la trouve dans la construction des mosquées. On la trouve dans la construction des fontaines. On la trouve dans la construction d'ouverture de pistes. On la trouve par exemple, le jour de deuil, le Janaza. On la trouve le jour de mariage, le jour de fête, etc. Donc, c'est elle qui règle la vie du village. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de condamnation. Seulement la Jema'a, la première sanction, c'est un avertissement quand quelqu'un dépasse les limites. La deuxième sanction, c'est une amende. Troisième sanction, c'est la quarantaine. Et la dernière sanction, c'est l'exclusion. Dans un village, il y avait quelqu'un du village qui... Alors, ce village avait un champ, un pré de foin. Ce pré, on le louait au profit de la mosquée. Et celui qui fait paître ces animaux illicitement, il payait l'amende. Alors, il y a quelqu'un du village, un peu aisé, un peu gonflé. Il fait paître sa vache. Alors, on l'appelle. À l'avance, il était riche. Il préparait le billet de 20 000, voilà, tiens. Une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, il allait donner le billet, on lui a refusé le billet. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu es libre, va faire paître ta vache. Et depuis ce jour, il n'a jamais mis les pieds sur eux. C'est-à-dire, l'hikma. Oui, cette sagesse. De voir qu'il y a une complaisance dans la transgression. Exactement. Et de lui ôter finalement ce plaisir-là. Voilà. Donc, alors, j'ai oublié tout à l'heure, parce qu'on fêtait la Ashura, par exemple.
Mouloud Nabawi, l'Aïd. Mais ce qui est surtout formidable, c'est la Louzi'a. Il n'a pas le même sens comme aujourd'hui, non. La Louzi'a d'autrefois, c'est beaucoup plus la solidarité. Il faudrait que tout le monde mange la viande, quelle que soit la personne. Et son statut social. Oui. Quelle que soit sa situation sociale. Il y a un amin, un responsable, un garant, désigné par chaque carouba, chaque grande famille. Ils achètent le bœuf, le veau, je ne sais pas comment. Alors, celui qui n'en a pas pour payer, on lui donne une année de crédit pour pouvoir s'acquitter de sa dette. De sa part, oui. Et quand il y a quelqu'un d'aisé, etc., qui est volontaire, il lui paye ça. Tandis que maintenant, monsieur Rostom, maintenant, on paye à l'avance. Voilà. Donc, c'est cette solidarité. Tout le monde mange à sa faim. Solidarité, d'ailleurs, qui s'est exprimée de manière la plus éclatante dans les résistances auxquelles ont participé justement ce village et qu'on va découvrir avec vous en seconde partie d'émission. Cependant, si vous permettez, on va opérer un petit intermède musical avec notre minute mélomane que nous allons passer avec Maher Zain et ce pays qui est si cher à notre cœur, Ya Habibati Ya Palestine. Zain. Et je reviens vers mes chers invités et vers Madame Malika Khiyar Sharif et son très très beau livre Qa'da Jazairiya Al-Taqdam Al-Asimi. On est frappé en lisant ce recueil du très haut niveau d'élaboration de la langue qui est employée. Vous dites certes Darja, mais c'est plus l'Arabia Fusha de manière simplifiée. Simplifiée. Voilà, mais c'est un très 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 haut niveau de langage. Merci. Avec des images époustouflantes et puis le vocabulaire est très très riche. Par exemple, lorsque page 46, vous mentionnez des vers à la louange de la mariée. De la mariée. Voilà. Oui. Par exemple, on dit حنا يا حنينة حنا في تبسيل بلار. Oui. تربطها العروسة بجاه النبي المختار عليه الصلاة والسلام. تبسيل البلار c'est le bilour, c'est le cristal. Voilà, c'est le cristal. C'est le cristal. Et puis il y a aussi حنا يا حنينة يلي جبناها حنا تربطها لالا البنية بالصحة والهنا. Et puis انت يا لالا البنية مدي يدك برتب عمومك شرف احرار وخوالك سلوك ذهب. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis il y a des vers à la louange du marié. Oui, et il y a des vers oui, à la louange de la mariée. Il y a aussi des vers à la louange des futurs beaux-parents, c'est-à-dire Nsab. Nsab aussi. Voilà. Dans quelle page? Non, déjà je suis encore avec la louange à la mariée, page 53. Oui, on jette des fleurs à la mariée. انت يا لاله البنيه يا مفتاح البيت خدمتي على ميمتك. ما قلتيش عييت. فوالا. فوالا انت يا لاله البنيه يا رجلين الحمامه خرجي لبنات عمك بقيهم بسلامه. انت يا لاله البنيه علي يا البنيه ما يعلى غير نجوم دارك يا البنيه دار الميمه ما تدوم. Et par exemple, lorsqu'il s'agit de faire la louange des beaux-parents, ou des invités, نتوما يا الجماعه يا القاعدين تحت السحاب, page 55. نتوما شرفاء احرار قاريين اللوحه والكتاب. Voilà, et en plus c'est toute une évocation d'un patrimoine. Exactement. انت يا لاله يا بنت الشرفاء اللي توضاو في بئر زمزم وصلاو في عرفه. انت يا لاله العروسه يا عرجون تمر يسلم باباك ويماك ويطولهم في العمر. Voilà. Et il y a aussi pour le marié aussi. Pour le marié. Il y a aussi dans la page 40, on dit مبروك الفرح عندنا. مبروك الفرح عندنا وزاهين مع الحباب. وليدي لابس برنوس من بعيد شحال شباب. Dans la page 40. انت يا سيدي وليدي خدم وزيد عليها. شري لها مقياس ذهب يواتي ويديها. Voyez. Ou bien page 80, il dit حنا يا حنينة اللي جابوها من الحجاز يربطها سيدي وليدي بدوك العينين الباس. Voilà. Voilà.
ولا انت يا سيدي وليدي يا غصن الياس بين انتاجه ربط الحنه في طهاره ويعاودها في زواج. هذه اللي يكونوا في سي لا سيريموني enfin c'est la circoncision Oui, يعني pardon, ouais. Là c'est au niveau de la c'est circoncision. au niveau Voilà. de la circoncision oui. انت يا سيدي وليدي يا غصن الياسمين انتاجك دايرين بيك ربي يحفظك من العين. من العين فوالا يقولوا كان حجم يا الحجام حجم لا تخاف طهر لي وليدي تحت لي زار والحاف او جا الحجام يجي بالموس في فمه والله ما طهر لي وليدي حتى يحضر باباه وعمه. voyez. Ouais. Et il y a aussi donc vous nous montrez ce trdam qui se fait à l'occasion des fêtes, donc des mariages et des Séparation circoncisions. des fêtes, oui. Et puis, au sein vous de nous notre montrez, société. vous nous parlez aussi des ce qu'on appelle bouqalat. Oui, alors Bourkalet, ce jeu, ce vieux jeu, on peut dire, c'est un jeu féminin qui était depuis le temps qu'on avait ce jeu féminin. Alors ces femmes-là, elles organisent des cérémonies comme ça, des séances, surtout dans les nuits ramadanesques. Le Bourkalet se fait généralement au mois sacré du Ramadan. Et puis il y a des jours aussi, il y a que les dimanches. Je crois qu'il y a les mercredis et les lundis qu'on fait ce genre de Bourkalet. Et ce bocal c'est une cruche qui est faite à base de la terre cuite. Et une vieille qui remplit ce bocal dans les 7 fontaines. Dans les 7 fontaines, avant c'était ici à Alger. Et puis ce jeu de la bourralette, qui est loin de la magie, loin de. Alors les femmes. Oui, c'est moins de la superstition c'est moins qu'un véritable concours d'éloquence. Pour moi, c'est ça. Alors, les femmes organisent cette séance, soit au Stadar, il y a cette odeur des jasmins et les galons de la nuit, meskelil. Et puis, ces femmes-là, elles sont autour d'une table d'un sni. Qui est plein de gâteaux, du café, Sahar Ramadan. Alors elles passent leur soirée à déclamer ou à improviser ce genre de poésie et leur but c'est d'apaiser leur tristesse, leur but c'est l'espoir. Parce qu'on dit qu'avant il y avait des hommes, les maris qui traversent les frontières, ils voyagent pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Alors il n'y a aucune nouvelle, la femme n'a aucune nouvelle de son mari. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles font ce genre de poésie et c'est pour donner ce brin d'espoir. Oui, le fait. Pour donner ce brin d'espoir. Et puis il y a aussi pour les jeunes filles. D'ailleurs, le prophète disait la taïra wa yu'jibuni al-fa'l. Voilà, le fa'l, il est vraiment fait partie intégrante au sein de notre société, cette société algérienne. Et puis il y a aussi les petites jeunes filles qui ont cet espoir de retrouver cet homme, enfin ce prince charmant, pour se marier. Et puis elle déclame ces vers qui sont vraiment très beau, très élaboré. Beau, et justement, quand on lit les vers du Trdam ou quand on lit les Bourqalat, on est fasciné, on est frappé par cette importance qui est accordée au bien parler. Justement, parler. À cette élaboration du langage. Et les jeunes filles aussi apprenaient justement le bien parler par ce genre d'exercice. Quand on dit par exemple حبطت القاع الجنان عجبني تفاحه ودزت على سيدي عبد الرحمن غطاني بجناحه. Vous voyez, il y a aussi dans la page قبة سيدي عبد الرحمن مبهاها تضوي كيف الهلال خلقها مولاها مو السبحة تذهب وتريا بالنار جيتك يا سيدي عبد الرحمن بقلبي مقهار تقضي لي حاجتي بين ليلة ونهار. Vous voyez, c'est des mots vraiment... Et puis vous avez surtout les proverbes, vous avez pris un ensemble de proverbes. Oui. Vous savez, cet ensemble de proverbes ou d'expressions sont intégrés au sein de dans le langage, au sein de notre société. Soit c'est pour donner, c'est passer un message à
à travers ces proverbes, soit c'est un souhait, soit on exprime notre tristesse, notre joie. Mais on est là aussi frappé par la très grande éloquence. Vous allez me dire, ça va de soi, oui, mais moi, ça m'a tout de suite rappelé, là encore, le hadith du prophète qui disait « Utitu jawami al-kalim », c'est-à-dire cette capacité de synthèse. Exactement. Et c'est presque un héritage prophétique que de réussir à synthétiser justement, on dit, par exemple, voilà, c'est un message qu'on fait passer. Il y a, en plus de ça, on peut dire que on s'est inspiré de hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, à chaque fois qu'on commence des proverbes ou ces bouqalat ou ce tqdam, دايما بسم الله بديت على النبي صليت. C'est toujours ça. Et si vous voulez que je vous déclame, je vais vous réciter quelques vers. Il y a quelques proverbes. Est-ce que vous pouvez les faire de mémoire, par exemple يجعلك ربي رمانة. يجعلك ربي رمانة من داخل مليانة ومن برا مزيانة. Vous voyez. Alors الله يعطيك القبول ومحبة الرسول. Ça, c'est magnifique. وما يبكي لك غير شفرك؟ ما يبكي لك غير شفرك وما يحك لك غير ضفرك. ما يحك لك غير ضفرك. يمشي. Non, et j'ai beaucoup aimé aussi, voilà, يمشي لكمال الجدين. يعني صنعة اليدين. C'est-à-dire, oui, tu peux jouir de ton héritage, mais ne te restera finalement exactement. que ce que tu as, en fait, voilà, ton artisanat, ton métier. Exactement. Et Ibn Sadiq, وقت الضيق. Et ça m'a rappelé, ça m'a rappelé le travail qu'a effectué Barthes. Oui, Roland Barthes. Oui. Voilà, sur les maximes de La Rochefoucauld, où il avait étudié un peu la structure de la maxime. Et on est un peu attristé de ne pas avoir un travail similaire au niveau universitaire sur ce patrimoine-là. Qui est très très important pour moi. Et puis on est responsable parce que non seulement c'est un patrimoine très très riche, mais qu'on doit vraiment sauvegarder, transmettre aux générations futures. Oui, notamment sur le plan académique et sur universitaire. Le plan académique. Oui, puisqu'il y a vraiment de quoi faire des thèses, notamment des thèses de doctorat. Et puis, je me suis inspirée aussi du livre de Mohamed Ben Chneb, les proverbes dans le Maghreb. Et lui aussi, il a écrit quand même un livre qui est très, très, très intéressant. Et voilà. Et certes, il faudrait passer justement de la recension à l'étude critique et sémiologique. Et en parlant de patrimoine, je reviens vers M. Haj Ali Ben Arab et ce village d'El Qalia qui a été aussi un village de résistants sous l'occupation. Vous mentionnez la participation active de ce village aux différents mouvements de résistance jusqu'à la révolution de novembre 1954 et les nombreux accrochages qu'il y a eu avec l'armée coloniale jusqu'à 1958 où le village a été désaffecté. Voilà, on a pris les habitants dans ce qu'on a appelé pudiquement des camps de regroupement, puisque les Français ne font pas de camps de concentration, il n'y a que les nazis soi-disant qui font ça. Donc chez nous c'est des camps de regroupement, ailleurs c'est des camps de concentration. On ne va pas épiloguer sur les nuances. Vous mentionnez d'ailleurs cette formule, hein. Mao disait « le révolutionnaire doit être au sein de la population comme le poisson dans l'eau ». Alors les Français se sont dit « on va retirer l'eau ». Et donc vous mentionnez l'affliction de ces villageois, mais d'abord vous mentionnez tous les accrochages et cette tradition de résistance qu'il y a eu dans ce village. Oui, je voudrais dire un mot sur la suite de ce qu'a dit Madame, ce qui concerne les bouqala hada ou la khari. Oui. C'est-à-dire, autrefois, vous savez, le métier à tisser, il est très difficile. Toute la journée, la femme reste à l'intérieur. Donc, elle racontait leur malheur, leur fatigue. À travers ces histoires, à travers ces contes, à travers ces chansons, à travers ces chants. Et les moissonneurs aussi, les moissonneurs dans les champs, vous savez, à une température comme ces jours-là, très chaude. Donc pour s'encourager, pour affronter, pour réussir, donc on dit ils sont léons. C'est-à-dire ils ont des chants spéciaux pour cela. Donc c'est dans ces conditions pénibles qu'il y a création de chants
qu'on exprime, pour exprimer leur fatigue, leur malheur, etc. Revenons au village. Le village, oui, c'est un vrai village révolutionnaire. D'abord, vous savez, la majorité des habitants de ce village sont des Koulouglis. Parce qu'à l'époque de Salah Sultan, le Dey d'Alger, il avait des problèmes quand il envoyait les collecteurs d'impôts. Donc, ils sont confrontés à ce qu'on appelait à l'époque des bandits d'honneur. Oui. Donc, ce Dey est venu voir Abdelrahman Ta'alibi. Il lui demandait la solution à ce problème. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et c'est pour cela qu'on a construit le Borg Zumoura là-bas. Donc, et là, il y avait le mariage entre les Turcs et les Algériennes. Et donc, la majorité, c'est des Koulouglis. Donc, c'est un village, comme je vous l'ai dit, déjà sa situation géographique démontre sa résistance. Elle a participé à toutes les révolutions, tous les soulèvements de l'émir Abdelkader avec le Khalifa Ben Salem. Oui. Oui. Ensuite, Fatma Soumer, Boubrla. Ensuite, Moukrani, surtout Moukrani parce que c'est sa région. C'est sa région. Donc, ils ont participé à toutes ces, jusqu'à la révolution de novembre. Durant la révolution de novembre, on l'appelait à l'époque le Qahira, le Caire, ce village. Donc, elle a livré, elle a donné à la révolution de vaillants combattants. Parmi lesquels, c'est le Khadr, auquel vous rendez hommage. C'est le Khadr et Aqila. Et sa femme, oui. Sa femme Aqila, voilà. Je ne dirais pas c'est le premier, mais parmi les premiers accrochages qui ont été effectués par le commandant Cheikh c'était aux environs, dans un village qu'on appelle Itl-Alam, Bni al-Alam. C'est la même commune. C'est la même commune, Tessamert, la même commune. Là où on a arrêté, les Moudjahidines ont arrêté 20 soldats, 2 se sont évadés. L'un, il a été tué par une femme. Vraiment, les femmes algériennes, quoi qu'on dise, ce n'est pas assez. D'ailleurs, vous leur rendez hommage à la fin de l'ouvrage. Personnellement, je ne trouve pas de mots. J'ai essayé par tous les moyens, je ne trouve pas de mots. Raison pour laquelle vous avez emprunté ceux de Slimane Cheikh, dont vous citez un beau poème. Alors, le deuxième, il a été sauvé par quelqu'un. Il a été emmené à la caserne. Il est rentré sain et sauf. Donc, nos campagnes, nos montagnes ont participé tout le temps, pendant toutes les révolutions, à la guerre de libération. La guerre de libération. Alors, j'ai cité quelques batailles des accrochages qui se sont déroulés aux alentours de ce village. Mais vous citez surtout ce très beau couple, le lieutenant Sil Khadr. Le lieutenant Sil Khadr, c'est une légende. Une légende réelle, si on peut se permettre cet oxymore. Oui, c'est une légende réelle, c'est vrai. C'est-à-dire, il est moudjahid. Il est responsable d'une section. Ensuite, sa mère et sa femme sont restés au village. Alors, les soldats rendaient visite à tout moment à sa femme et à sa mère. On leur a rendu la vie pénible. Donc, pour essayer, pour pouvoir les sauver, il a organisé un enlèvement. Alors, la première fois, c'était lui qui voulait aller. Alors, ses compagnons, non. Ils lui ont refusé. Alors, c'était ses compagnons qui sont allés à la maison et les ont emmenés. Alors, sa femme et sa mère croyaient que c'était des soldats français, des supplétifs. Je n'ose pas employer le mot harki parce qu'il ne me plaît pas. Des supplétifs.
Donc, alors elle pleurait, elle se débattait, etc. Jusqu'à une certaine distance, on lui a dit la vérité que c'était des Moudjahidines qui l'ont enlevé et malheureusement, ils sont morts tous les deux, les armes à la main, dans Khalil, à côté de. Enfin, c'est la même wilaya, Borj. Oui, suite à une dénonciation. Voilà, exactement, c'est dans un village. Là, par exemple, il y avait une vieille, c'était une mère d'un supplétif, qui est allé là-bas. Il a espionné, il est rentré dans toutes les maisons. Parce que dès le départ, on a espionné pour la découvrir. Seulement, elle était méfiante. Mais, à la fin, il y avait cette vieille qui a pu lui arracher la vérité. C'était la femme de Cheikh Khadar. Et bien sûr, elle les a vendus à l'armée française. Et une compagnie de soldats, etc., sont venus les arrêter. Alors ils sont morts tous les deux au seuil de la maison où ils étaient. Il y a aussi une grande figure à laquelle vous rendez hommage, mais qu'on va découvrir, si vous permettez, après un petit intermède, cette fois-ci littéraire, puisque c'est le moment de notre livre de chevet, dont nous allons découvrir un extrait après le jingle. A tout de suite. L'excellent Mohammed Cherif Sahli, dans son non moins excellent ouvrage Décoloniser l'histoire, avait recensé tous les lieux, enfin une partie des lieux communs que les historiens du colonialisme ont érigés en pseudo-vérité scientifique. Et je vous laisse découvrir avec moi et avec l'excellent Mohammed Cherif Sahli une partie de ces lieux communs. D'abord, il paraît que nous serions enlisés dans un cas d'immobilisme racial, puisque Stéphane Xel dit « Les Berbères sont de tous les riverains de la Méditerranée les plus tenaces, les plus obstinés dans leur état social, c'est-à-dire complètement fermés à toute évolution, toute transformation. » Quant à Henri Basset, il est bien nommé, hein, Basset c'est une race de chien. Le Berbère, n'ayant point assimilé, est incapable de continuer tout seul dans la voie où il avait semblé s'être laissé guider. La domination étrangère disparue, le Berbère est prêt à adopter. Alors le Berbère avec une majuscule, hein, c'est-à-dire que c'est l'essentialisation. Le Berbère est prêt à adopter les mœurs d'un nouveau maître aussi vite qu'il a oublié ceux des anciens. S'il est livré à lui-même, à la période de civilisation étrangère succède une nouvelle période de barbarie. Et c'est sur la littérature des Berbères. Ça, c'est censé être un ouvrage académique. Alors, l'inénarrable Émile Félix Gautier. Avec lui, c'est du grand délire. Hein. On l'a vu déjà dans un numéro précédent. Le Maghrébin, parmi les races blanches méditerranéennes. Bon, j'aurais dit café au lait, mais allez, représente assurément le traînard resté loin en arrière. Cette race n'a aucune individualité positive. Est-ce qu'ils se rendaient compte à quel point il était comique quand il écrivait ses âneries? Et puis le meilleur pour la fin, je vous prie de m'excuser, c'est ridicule, Gabriel Camps, qui est considéré par certains comme une référence, et qui vous dit, alors Mohammed Cherif Sahli intitule ça « La mauvaise conscience de l'archéologie ». Alors, ils se rendent bien compte que parfois c'est très souvent du grand n'importe quoi, et qu'il n'y a aucune base scientifique à leur discours, mais ils arrivent à se justifier en vous disant « L'acharnement mis à tirer de documents peu nombreux et d'une pauvreté insigne, c'est-à-dire que leur documentation sur laquelle ils s'appuient n'a presque aucune valeur, des enseignements ou des conclusions qui peuvent paraître abusives, hein, ils se rendent bien compte qu'on a l'impression qu'ils sont en plein délire, ne doit pas rebuter le lecteur, surtout pas, vous devez avaler ça in extenso. Ce livre est un livre d'archéologie, c'est-à-dire qu'ils dévalorisent eux-mêmes le travail qu'ils effectuent, et puis vous disent, ce n'est que de l'archéologie, donc prenez-la au sérieux. Décoloniser l'histoire de Mohammed Cherif Sahli, un classique à avoir dans toutes les librairies. Vraiment, c'est un must-read, comme disent les anglophones. Je reviens vers M. Haj Ali Ben Arab, et vous avez rendu
hommage à plusieurs figures, des figures révolutionnaires, notamment durant la glorieuse Révolution de novembre. Cette révolution a été le fruit d'une longue résistance et le couronnement d'une longue résistance qui s'est exprimée soit par les armes, mais aussi par la plume, notamment avec celle de Cheikh Ben Aliwa, auquel vous rendez hommage, et vous rendez hommage à son travail de militant, notamment lorsqu'il fonde cet hebdomadaire, Al-Baligh Al-Jazairi, qui permet de préparer les consciences aux futurs combats qui arrivent. Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais vous dire que De Gaulle, lors de ses visites de Popote, La tournée des Popotes, oui. la tournée des Popotes, l'une de ces visites, elle l'a faite là, à Zmoura. Il a choisi là parce que c'est un coin, c'est une région militante, c'est une région où il y a subversive. C'est pour faire entendre l'écho de sa politique et qu'il est allé là-bas. Oui. Revenons à Cheikh Ben Aliwa, bien sûr. Vous savez, ceux qui ont pu faire survivre l'islam, la langue, l'identité algérienne, ce sont ces zaouïas, quoi qu'on dise. Il y a des choses, bien sûr, à dire. Mais vraiment, ils ont, avec leurs zaouïas, ils ont réussi à souder la population algérienne. Par une solidarité, par la foi, par l'enseignement du Coran, par leur démarche, par leur sagesse, etc. Leur exemplarité. Leur exemple de vie. Donc, surtout, je ne dis pas surtout, mais ils sont tous pareils, la Rahmaniya, la Shadiliya, la Qadiriya, la Alawiya. Nous avons 36 en Algérie, 36 confréries. Chacun dans son domaine, par exemple. Prenons la région. Oui, chacun dans son fief, on va dire. Exactement. Comme Cheikh Haddad, qui est le chef de la Rahmaniya, etc. Cheikh Mohamed Bouhoussine, qui était son adjoint, etc. Donc, Cheikh Ben Aliwa, il a fondé une imprimerie en 26. Ce qui était une gageure à l'époque. Exactement. C'est quelque chose de formidable. C'était quelque chose de grand à l'époque. Alors que maintenant, ils n'ont rien du tout, par exemple. À l'époque. Donc, c'était pour faire... Quoi qu'il y a, la France a fait tout. A fait tout parce que, par exemple, pour diviser. Alors, on a engagé quelqu'un pour tuer le Cheikh Abdelhamid Ben Badis à Constantine. Alors, c'est la France. Alors, on l'a déclaré comme étant le disciple de Cheikh Ben Aliwa, par exemple. Mais Ben Badis, il était très intelligent. Il est allé jusqu'à Mostaganem pour lui présenter, comment dirais-je, son innocence. Il a compris d'où vient le coup, etc. Parce que la France, il a usé de cette arme au maximum, diviser pour régner. Absolument. Et monter les uns contre les autres. Exactement. Alors, Donc, hélas, je vous prie excusez-moi de vous interrompre, le temps manque, hélas, pour développer plus longuement. Néanmoins, je rappelle à nos amis qui nous suivent, le titre de votre ouvrage, Al-Qali'a Zammoura, Histoire, Culture et Tradition de Hajj Ali ibn Arab. Je rappelle aussi que vous avez parmi vos autres ouvrages Pédagogie de l'enseignant à l'enseignant et puis 132 ans de résistance et de sacrifice au nord de Sétif. J'aurai aussi le plaisir de vous recevoir bientôt pour les ouvrages à paraître, notamment sur les crimes contre l'humanité du colonialisme en Algérie. Et surtout, comme je vous l'ai dit, le recueil de poésie. J'espère qu'ils seront édités ensemble. Vous avez deux portraits là-bas. Oui, je voulais en lire quelques extraits, mais hélas, le temps nous manque, mais exactement. Ce sera avec un immense plaisir que je vous recevrai. Il n'est pas encore édité. En tout cas, dès que ce sera le cas, Dardarek. Je me tourne vers Mme Malika Khiachrif pour le mot de la fin. Un mot de la fin, il me semble, rimé. Je rejoins ce qu'il était en train de parler sur la Révolution et tout. Alors, je vais déclamer juste un tout petit poème. Je vous en prie. Et l'extrait de mon livre Les complètes d'une résistante.
Alors, c'est ma grand-mère qui me dit سترو يماد الحقيس أحليل ثسة عار زيك زقير قرواني ستورة شتاقيس زار في الجزائر سبل غروح على الكرة جا نصبر. Alors, je traduis. S'il vous plaît. Je traduis. Alors, il y a la maman qui pleure son enfant. Avant, il ne la quittait pas. Il était toujours autour d'elle. Et maintenant, elle cherche après lui. Et l'enfant lui dit, oh maman, aie courage. J'ai sacrifié ma vie pour que l'Algérie ait son indépendance. Voilà, pour que l'Algérie soit libérée de cette colonisation. Voilà. Et le rôle de La Fontaine, qu'on n'a pas. Oui, et c'est terrible. Le rôle de La Fontaine, c'est un très grand rôle pour les femmes. Et c'est terrible que vous mentionniez ce vers parce que je vois sous mes yeux une vidéo qui a été diffusée récemment d'un martyr palestinien au moment où il est encerclé par les drones et par l'armée sion-nazie et où il fait ses adieux à sa famille. Donc vraiment, cette complainte fait écho à cela. En tout cas, je rappelle justement cet ouvrage, Les complaintes d'une résistance, et puis Taqdam al-Asimi, Qa'da Jazairiya de Malika Khia Sharif. Merci encore d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Monsieur Hadj Ali Ben Arab, un plaisir de vous avoir reçu et de vous avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah, Dardar, comme Fizoud. Et puis, les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accueillis chez vous. Inch'Allah, kunna khfaf alaykoum. Je vous souhaite d'excellentes vacances, une excellente fin de soirée, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah.